Tandis que Sam et Sophia profitaient de leur gain mal acquis, Laura, dans l'ombre, bâtissait méticuleusement son dossier. Les relations de Robert se révélèrent être un vaste réseau de travailleurs modestes disséminés à travers Atlanta. Des livreurs, des agents d'entretien, des serveurs, des gens invisibles aux yeux des riches, mais qui, précisément pour cette raison, voyaient tout. Mon ami Carlos travaille dans le restaurant où Sam et Sophia déjeunent chaque mercredi, rapporta Robert un soir. Il a enregistré leur conversation sur son téléphone. Laura écoutait les enregistrements avec Bernard Sterling, son avocat. Son cœur se serrait à chaque mot cruel, à chaque rire à ses dépens, à chaque discussion désinvolte sur la meilleure façon de puiser davantage dans sa fortune. « C'est bon, » dit Bernard en prenant des notes. « Mais il nous faut plus. Il nous faut des preuves tangibles de l'empoisonnement, de la tentative de meurtre. »« Le sac, » dit soudain Laura. « Le sac en toile dans lequel ils m'ont mise. Il pourrait contenir des fibres, des preuves ADN. Robert a dit qu'il l'avait sorti de la rivière avec moi. » Robert hocha la tête. « Je l'ai toujours. Je ne savais pas quoi en faire, alors je l'ai gardé dans ma remise. Nous allons devoir le faire analyser, dit Bernard, en privé, sans alerter qui que ce soit. J'ai un contact dans un laboratoire de police scientifique indépendant qui me doit une faveur. » Le sac se révéla être une mine d'or de preuves. L'ADN de Sam, les empreintes digitales de Sophia, et même des traces du sédatif qu'il lui avait injecté. Mais Bernard prêcha la patience. Si nous agissons trop tôt, ils s'entoureront d'avocats, détruiront des preuves, se créeront des alibis. Nous devons les prendre complètement au dépourvu. Et il nous faut quelque chose de public, quelque chose qu'ils ne pourront ni manipuler, ni nier. Laura réfléchit un instant, puis un sourire se dessina sur ses lèvres. Un sourire froid, calculateur, qui aurait stupéfié quiconque avait connu l'ancienne Laura. Sam a publié sur les réseaux sociaux qu'il organisait un service commémoratif pour moi. Oui, c'est ça. Le mois prochain. Il appelle ça une « célébration de la vie de Laura » au domaine. Non, dit Laura lentement. Ce n'est pas assez ostentatoire pour lui. Sam veut que tout le monde sache qu'il est arrivé, qu'il est quelqu'un maintenant. Il fera quelque chose de plus grand. Elle avait raison. 2 semaines plus tard, Sam annonça ses fiançailles avec Sophia après une période de deuil respectueuse, ainsi que les plans pour un mariage somptueux au domaine Whitmore. Il va l'épouser, dit Laura, fixant l'annonce dans les pages mondaines. Dans ma propre maison. Sous mon magnolia. Parfait, dit Bernard. Laissons-les organiser leur journée parfaite. Et puis nous nous présenterons pour tout gâcher. Laura se jeta corps et âme dans les préparatifs. Elle rencontrait Bernard chaque semaine, toujours dans la cabane de Robert, toujours soucieuse de ne pas être vue. Ils compilèrent des preuves, préparèrent des documents juridiques, se coordonnèrent avec les autorités. Mais Laura changeait aussi d'autres manières. Sa grossesse commençait à se voir, un petit ventre arrondi qui lui rappelait chaque jour la complexité de la vérité. Ce bébé était celui de Sam, conçu alors qu'elle croyait encore en leur amour. Mais il naîtrait dans un monde où son père avait tenté de tuer sa mère. « Que vas-tu faire pour le bébé ?» demanda Robert un soir, alors qu'ils étaient assis sur son ponton, à regarder la rivière couler. « Je ne sais pas, Robert, » admit Laura. « Une partie de moi déteste cet enfant parce qu'il est de lui, mais une autre partie l'aime parce qu'il est de moi. Parce qu'il est innocent dans tout ça. Les bébés le sont généralement, dit Robert avec sagesse. Ton enfant n'a pas demandé à naître d'une trahison. C'est peut-être ça, une seconde chance, aimer quelque chose purement, sans toutes les complications qui ont précédé. » Laura posa une main sur son ventre, sentant le frémissement d'un mouvement. Mon grand-père disait toujours que j'avais trop de cœur, que j'aimais trop facilement, que je faisais confiance trop profondément. Peut-être avait-il raison. Ou peut-être, dit Robert, que le monde est simplement rempli de gens qui profitent des bons cœurs. Ne laisse pas ce qu'ils ont fait te rendre froide, Laura. Sois intelligente, oui. Sois prudente, absolument. Mais ne les laisse pas te voler ta capacité à aimer. Laura regarda cet homme qui lui avait sauvé la vie, qui n'avait rien demandé en retour, qui était devenu un ami et un conseiller inattendu. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ? Robert resta silencieux un long moment. Parce que lorsque mon ex-femme m'a détruit, je n'avais personne. J'ai perdu mon entreprise, une société de logistique que j'avais bâtie de rien. J'ai perdu ma maison, mes économies, ma réputation. Elle a convaincu tout le monde que j'étais le méchant, que j'avais été abusif, contrôlant. Rien de tout cela n'était vrai, mais ça n'avait pas d'importance. À la fin du divorce, il ne me restait que les vêtements que je portais et cette vieille cabane de pêche que mon père m'avait laissée. Je suis désolée, dit doucement Laura. Ne le sois pas.
Ça m'a appris quelque chose d'important. La vengeance, ce n'est pas détruire la personne qui t'a fait du mal. C'est te reconstruire en quelque chose qu'elle ne peut plus atteindre. J'aurais pu passer des années à essayer de la ruiner. Au lieu de ça, je suis revenu ici, j'ai commencé à pêcher, j'ai trouvé la paix, je me suis créé une vie simple qui est la mienne et que personne ne peut m'enlever. Il sourit. Mais toi, tu as la chance de faire les deux. Te reconstruire et obtenir justice. Alors, j'aide parce que je le peux, et parce que quelqu'un aurait dû m'aider. Laura sentit les larmes lui piquer les yeux. Merci, Robert. Pour tout. Remercie-moi en gagnant, dit-il fermement. Remercie-moi en reprenant tout ce qu'ils t'ont volé. Alors que la grossesse de Laura avançait, celle de Sophia aussi. À 4 mois, Sophia ne pouvait plus cacher son état. Sam fit l'annonce lors d'un dîner d'entreprise. Nous avons une merveilleuse nouvelle, dit-il, le bras autour de la taille de Sophia. Nous attendons un bébé. En cette période de deuil, nous sommes bénis par une nouvelle vie. La salle éclata en applaudissements et en félicitations. Certains échangèrent des regards gênés. La chronologie était suspecte. Toute la situation semblait déplacée, mais personne n'osa rien dire. Sam était le PDG maintenant, et le critiquer pouvait vous coûter votre emploi. Michelle Parker, une membre du conseil, accula Sam après l'annonce. Le bébé, Sam. Le timing. Quoi, le timing? La voix de Sam était agréable, mais son regard était dur. Laura n'est partie que depuis 3 mois. Pour que Sophia soit enceinte de 4 mois. Suggères-tu quelque chose, Michelle? Demanda Sam à voix basse. Parce que si c'est le cas, je serai très prudent. Les procès en diffamation peuvent être assez coûteux. Michelle recula, mais les murmures commencèrent. Les gens se mirent à calculer, à s'interroger. Certains se souvenaient d'avoir vu Sam et Sophia ensemble avant la disparition de Laura. Se souvenaient de la façon dont ils se regardaient. Mais sans preuve, sans Laura pour confirmer les soupçons, les murmures restèrent ce qu'ils étaient, des murmures. Sophia, de son côté, s'impatientait. Le mariage est encore dans 2 mois, se plaignait-elle à Sam. Pourquoi ne peut-on pas le faire plus tôt? Parce que nous devons maintenir les apparences, expliqua Sam pour la 10e fois. Trop tôt, et les gens parleront. Nous avons besoin qu'ils nous voient comme des amants tragiques qui ont trouvé du réconfort l'un dans l'autre après un deuil, pas comme ce que nous sommes, termina amèrement Sophia. Des meurtriers qui s'en sortent. Sam lui attrapa le bras, assez fort pour laisser des marques. Ne redis plus jamais ce mot. Pas même quand nous sommes seuls. Laura est portée disparue, présumée morte. C'est l'histoire. La seule histoire. Sophia se dégagea brusquement. Tu me fais mal. Alors sois plus intelligente, siffla Sam. Nous y sommes presque, Sophia. Presque à la ligne d'arrivée. Ne gâche pas tout maintenant avec ton impatience. Sophia se frotta le bras, le ressentiment grandissant. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Sam était censé l'adorer, la traiter comme une reine. Au lieu de cela, il était stressé, paranoïaque, jetant constamment des regards par-dessus son épaule. « Penses-tu qu'elle est vraiment morte ?» demanda doucement Sophia. « Laura, penses-tu qu'elle est vraiment morte ?» Ils n'ont jamais retrouvé de corps. Le visage de Sam devint blême, puis s'empourpra de colère. « Bien sûr qu'elle est morte. Nous l'avons jetée dans la rivière, inconsciente et droguée. Il n'y a aucune chance qu'elle ait survécu. Et même si, par miracle, elle s'en était sortie, où irait-elle? Elle n'a ni argent, ni ressources, et tout le monde la croit folle. Elle est partie, Sophia. Partie. Mais pour la première fois, un doute insidieux s'infiltra dans son esprit. Et si Laura avait survécu? Et si elle était quelque part, en train de planifier, d'attendre? Non, impossible. Il s'en était assuré. Elle était morte et enterrée, et bientôt, tout ce qu'elle possédait serait à lui. 1 mois avant le mariage, Laura était prête. Elle avait retrouvé ses forces. Son esprit était clair pour la première fois depuis plus d'1 an. Et ses preuves étaient en béton. Nous avons tout, confirma Bernard en examinant leur dossier. Le sac avec les preuves ADN, les enregistrements où ils discutent du meurtre, les dossiers financiers montrant les détournements de Sam, les dossiers médicaux de l'établissement prouvant les drogues qu'il te faisait prendre, des drogues dont tu n'avais pas besoin, le témoignage de Robert t'ayant trouvé dans la rivière. C'est assez pour les envoyer en prison à vie. Et le mariage? Demanda Laura. Nous nous sommes coordonnés avec la police. Ils seront en attente, prêts à intervenir dès que tu donneras le signal. Nous avons également invité des médias clés. Ils pensent couvrir un mariage mondain. Au lieu de cela,
ils auront l'histoire de la décennie. Laura se regarda dans le miroir de la salle de bain de Robert. Elle avait coupé ses cheveux, une coiffure courte et élégante qui lui donnait un air féroce et méconnaissable. Elle avait perdu du poids à cause du stress et de la grossesse, mais elle se tenait plus droite maintenant, plus forte. La femme qui lui renvoyait son reflet n'était plus la jeune fille naïve qui avait épousé son ami d'enfance. C'était une personne plus dure, plus acérée, une femme qui avait été trahie, brisée, et qui s'était reforgée dans le brasier de cette trahison. « J'ai presque pitié d'eux », dit Laura à voix basse. Robert, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, haussa un sourcil. « Pitié ? Après tout ce qu'ils ont fait ? Pas assez pitié pour m'arrêter, clarifia Laura. Mais Sam était mon ami, autrefois. Ou je le croyais. Et Sophia était quelqu'un que je voulais sincèrement aider. C'est triste, vraiment, ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent. L'argent ne rend pas les gens avides, dit Robert avec sagesse. Il ne fait que révéler l'avidité qui était déjà là. Sam allait toujours te trahir, Laura. La seule question était de savoir quand et comment. Laura posa sa main sur son ventre qui s'arrondissait. Mon grand-père a essayé de me prévenir. Il a vu quelque chose en Sam que je refusais de voir. J'étais si désespérée de croire en notre amitié, en notre amour, que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Tu étais bienveillante, corrigea Robert. Tu faisais confiance. Ce ne sont pas des défauts, Laura. Ce sont de belles qualités que de mauvaises personnes ont exploitées. Ne laisse pas cette expérience te rendre cynique. Je ne le ferai pas, promit Laura. Mais je ne serai plus une idiote non plus. La semaine précédant le mariage, Laura avait une dernière affaire à régler. Elle appela un détective privé que Bernard lui avait recommandé et lui confia une tâche spécifique. J'ai besoin que vous découvriez tout sur Sophia Martinez. Son vrai passé, pas l'histoire qu'elle m'a racontée. D'où elle vient, qui elle est vraiment. Le détective rappela 3 jours plus tard. Vous allez vouloir entendre ça. Sophia Martinez, s'avéra-t-il, n'était pas du tout une victime. C'était une escroc professionnelle avec une série de proies fortunées à travers le Sud. Elle avait déjà utilisé la routine de la femme battue, s'introduisant dans des maisons riches, puis séduisant les maris pour les aider à escroquer leurs épouses. Nous pouvons confirmer au moins 4 autres cas, rapporta le détective. 2 en Floride, 1 en Caroline du Sud, 1 au Tennessee. Elle et ses complices ciblaient des femmes riches, surtout celles qui étaient vulnérables. Le schéma est toujours le même. Elle joue la victime, se fait accueillir, séduit le mari, ils vident les comptes, puis disparaissent avant que quiconque puisse porter plainte. Qui sont ses complices ? Demanda Laura, bien qu'elle se doutât de la réponse. Des personnes différentes à chaque fois. Elle est adaptable. Mais dans l'affaire du Tennessee, il y avait un jeune homme impliqué. Beau, charmant, il travaillait comme paysagiste au domaine de la victime. Le détective fit une pause. Je vous envoie une photo maintenant. Le téléphone de Laura vibra. Elle ouvrit l'image et sentit son sang se glacer. C'était Sam, 3 ans plus tôt, aidant Sophia à escroquer une riche veuve à Nashville. Ils avaient déjà fait ça ensemble. Laura n'avait pas été la première victime de Sam. Elle avait juste été le plus gros gain. Le jour du mariage se leva, clair et lumineux. Un temps parfait pour un événement parfait. Le domaine Whitmore avait été transformé en un conte de fées. Des milliers de roses blanches, d'élégants drapés de soie, un orchestre de chambre accordant ses instruments. Sam se tenait devant l'autel sous le magnolia, l'image même de l'homme d'affaires prospère dans son smoking sur mesure. Les invités remplissaient les rangées de chaises blanches. L'élite d'Atlanta, des associés, des figures de la société venues assister au spectacle. Sophia était dans le manoir, entourée d'une équipe de stylistes. Sa robe était une création de soie et de dentelle qui avait coûté plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Son ventre de femme enceinte était astucieusement dissimulé par le design, assez visible pour être attendrissant, mais pas au point d'être scandaleux. « Tu es parfaite », lui dit Sam en se faufilant pour la voir avant la cérémonie. « Absolument parfaite. On a réussi », dit Sophia en s'admirant dans le miroir. « On a vraiment réussi. Tout ça est à nous maintenant. » « Presque, » corrigea Sam. « Le fonds en fiducie est débloqué la semaine prochaine, après notre mariage. Alors ce sera officiel. Tout ce que Laura avait nous appartiendra. » Ils s'embrassèrent, triomphants et avides. 2 prédateurs célébrant une chasse réussie. Aucun d'eux ne remarqua une silhouette qui les observait depuis l'allée du jardin. Une silhouette dans une élégante robe émeraude, avec des cheveux courts et sombres et un feu dans les yeux. Laura était rentrée chez elle. La cérémonie commença à l'heure pile.
L'orchestre joua le canon de Pachelbel, tandis que Sophia descendait l'allée au bras d'un escorte engagé pour l'occasion. Elle n'avait pas de famille, avait-elle prétendu. Ils étaient tous morts ou brouillés. Encore des mensonges. Tout en elle n'avait été que mensonge. Sam regardait Sophia s'approcher avec un sourire, son esprit calculant déjà l'argent, le pouvoir, la vie qu'il était sur le point de s'approprier. Derrière lui, il entendit le murmure des retardataires qu'on installait. Mais il ne se retourna pas. Son erreur. Sophia atteignit l'hôtel et l'officiant commença à parler. « Cher bien-aimé, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Je m'y oppose. » La voix résonna, claire et forte, et toutes les têtes dans l'assistance se tournèrent. Laura se tenait au fond de l'allée, flanquée de Bernard Sterling d'un côté et de Robert Jenkins de l'autre. Derrière eux, à peine visibles, se trouvaient plusieurs policiers en civil. Le visage de Sam devint blanc comme un linge. Sophia chancela, s'agrippant à l'autel pour ne pas tomber. « C'est impossible, » murmura Sam. « Tu es morte. »« Manifestement non, » dit Laura en remontant l'allée, la tête haute. Sa main reposait protectricement sur son ventre visible, et elle vit le regard de Sam s'y poser. Le vit faire le calcul. La foule éclata en murmures, les appareils photo crépitèrent, alors que les journalistes présents réalisaient qu'il assistait à quelque chose d'inédit. Laura. Michel Parker se leva, des larmes coulant sur son visage. « Oh mon Dieu, Laura, tu es vivante. »« Très vivante, » confirma Laura, sans jamais quitter des yeux Sam et Sophia, qui, eux, peinaient à soutenir son regard. Sam tenta de se ressaisir, son esprit cherchant une explication, un moyen de retourner la situation. « Laura, Dieu merci. Nous te croyions morte. Où étais-tu? Que s'est-il passé? »« Oh, je pense que tu sais exactement ce qui s'est passé, Sam, » dit Laura, sa voix portant à travers le jardin silencieux. « Pourquoi ne le racontes-tu pas à tous ces gens? Dis-leur comment toi et ta complice ici présente m'avaient drogué pendant des mois, m'avaient fait croire que je perdais la tête, puis avaient tenté de me tuer en me jetant dans la rivière Chattahoochee. » Des hoquets de stupeur parcoururent la foule. Sophia tenta de s'enfuir, mais Robert s'avança, lui barrant le passage de sa carrure imposante. « C'est insensé, » dit Sam, son charme se fissurant. « Tu étais malade, Laura. Mentalement instable. Tout le monde ici le sait. Tu as disparu dans un état de délire. J'ai disparu dans un sac en toile, inconsciente à cause des drogues que tu m'as injectées, » l'interrompit Laura. « Le même sac qui porte ton ADN partout. Le même sac qui est actuellement sous scellé à la police, avec des enregistrements de toi et Sophia planifiant mon meurtre, des dossiers financiers prouvant tes détournements, et le témoignage de l'homme qui m'a sauvé la vie. » Bernard s'avança, tenant un dossier épais de documents. « Monsieur Washington, Mademoiselle Martinez, ou devrais-je dire Mademoiselle Sophia Rodriguez, Mademoiselle Jennifer Blake, Mademoiselle Cathy Andrew. C'est toute une collection de pseudonymes que vous avez utilisés dans vos escroqueries. » Le visage de Sophia se décomposa. Sam regarda alternativement Laura et les policiers qui s'avançaient maintenant, son empire s'effondrant autour de lui. « C'est ridicule, » tenta-t-il une dernière fois. « Laura, ma chérie, tu es confuse, la maladie. Il n'y a jamais eu de maladie. » La voix de Laura se brisa d'émotion. « Il n'y avait que toi. Toi, ton avidité et tes mensonges. Tu étais mon meilleur ami, Sam. Mon premier amour. Je t'ai tout donné. Ma confiance, mon cœur, ma vie. Et tu m'as remercié en essayant de m'assassiner pour mon argent. » Des larmes coulaient sur son visage, mais sa voix restait forte. « Je t'ai sauvé, » dit-elle en se tournant vers Sophia. « Tu as couru sur la route, prétendant avoir besoin d'aide, et je t'ai accueilli chez moi. Je t'ai traité comme une sœur, et tu m'as remercié en couchant avec mon mari et en m'empoisonnant. » La foule était en tumulte, les gens debout, criant des questions. La police intervint, sortant des menottes. « Samuel Washington, Sophia Martinez, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude, détournement de fonds. » La voix de l'officier égrenait les chefs d'accusation les uns après les autres. Sam se jeta vers Laura une dernière fois. « Tu n'étais rien, » hurla-t-il, son masque se brisant enfin complètement. « Une grosse fille pathétique, si désespérée d'être aimée que tu ne voyais pas ce qui était juste devant tes yeux. Je ne t'ai jamais aimé. Je t'ai utilisé, comme tu méritais de l'être. » Robert s'interposa entre eux, sa voix d'un calme mortel. « Mon garçon, je te suggère d'arrêter de parler. Tu as fait assez de dégâts. » Sam fut emmené, menotté, hurlant encore des obscénités. Sophia le suivit en silence, des larmes coulant sur son visage, sa main sur son ventre de femme enceinte, un enfant qui naîtrait pendant que sa mère purgerait sa peine pour ses crimes.
Laura se tenait sous le magnolia, le même arbre où Sam et elle s'étaient fait leur promesse d'enfant, où ils avaient échangé leur premier baiser, où elle avait cru au bonheur éternel. Elle posa sa main sur le tronc, sentant l'écorce rugueuse sous sa paume. Mademoiselle Laura, Patricia se fraya un chemin à travers la foule, le visage inondé de larmes. Oh, ma douce enfant, vous êtes vivante. Laura serra dans ses bras son ancienne gouvernante, les deux femmes pleurant. Je suis si désolée, sanglota Patricia. J'aurais dû le voir. J'aurais dû savoir. Personne n'aurait pu savoir, dit Laura. C'étaient des professionnels. C'est ce qu'ils faisaient. Michel Parker s'approcha ensuite, suivi par d'autres membres du conseil, tous s'excusant, exprimant leur choc et leur soulagement. Laura accepta leurs paroles avec grâce, mais elle se sentait vide. Elle avait gagné. Elle avait obtenu justice, mais à quel prix? Le procès fut une sensation médiatique. Tous les médias du pays couvrirent l'histoire de la riche héritière trahie, droguée et presque assassinée par son mari et sa complice escroc. Les preuves étaient accablantes. Sam et Sophia furent tous deux reconnus coupables de multiples chefs d'accusation. Tentative de meurtre, fraude, détournement de fonds et, dans le cas de Sophia, usurpation d'identité dans une série d'escroqueries antérieures. Sam fut condamné à 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Sophia écopa de 20 ans, à purger dans un établissement pouvant accueillir sa grossesse. Le bébé, l'enfant de Sam et Sophia, naîtrait en prison, puis serait placé en famille d'accueil. Laura ressentit un mélange complexe d'émotions à propos de cet enfant, un demi-frère ou une demi-sœur pour son propre bébé, né de la trahison, mais innocent néanmoins. Marcus Washington, le père de Sam, vint voir Laura un jour, des mois après le procès. Il semblait avoir vieilli de 10 ans, le poids des crimes de son fils courbant ses épaules. « Je vous dois des excuses », dit-il, se tenant devant elle dans le jardin du domaine, le jardin qu'il avait entretenu pendant plus de 20 ans. « J'ai élevé ce garçon. J'aurais dû voir ce qu'il devenait. Vous ne pouviez pas savoir, dit Laura avec douceur. Je ne le savais pas, et j'étais mariée avec lui. J'ai vu les signes, insista Marcus. Son ressentiment, son ambition. Je l'ai prévenu, j'ai essayé de le guider, mais... Il secoua la tête. L'amour d'un parent peut aussi être aveugle. Je voulais croire que mon fils était meilleur qu'il ne l'était. Laura posa une main sur le bras de Marcus. Vous êtes un homme bon, Marcus. Les choix de Sam ne sont pas de votre faute. Et si vous souhaitez rester ici, continuer à vous occuper des jardins, vous êtes le bienvenu. C'est aussi votre maison. Les yeux de Marcus s'emplirent de larmes. Après ce que mon garçon vous a fait. Vous n'êtes pas votre fils, dit fermement Laura. Vous ne l'avez jamais été. Marcus resta, s'occupant des jardins avec le même soin qu'il avait toujours fait, reconnaissant pour une grâce qu'il estimait ne pas mériter. Laura se consacra à la reconstruction de Whitmore Enterprises. Les dégâts causés par Sam étaient considérables. Il avait détourné près de 15 millions de dollars, licencié du personnel clé, pris des décisions commerciales désastreuses qui servaient ses intérêts plutôt que ceux de l'entreprise. Mais Laura découvrait quelque chose sur elle-même. Elle était douée pour ça. Vraiment douée. Le même cœur qui l'avait rendue vulnérable à la trahison faisait aussi d'elle une excellente dirigeante. Elle était compatissante avec ses employés, innovante dans ses stratégies, prête à prendre des risques pour les bonnes raisons. Votre grand-père serait fier, lui dit Bernard un jour, alors qu'ils examinaient les rapports trimestriels qui montraient une forte reprise de l'entreprise. Je l'espère, dit doucement Laura. Je comprends enfin ce qu'il essayait de m'apprendre. Qu'on peut être bienveillant sans être idiot. Qu'on peut faire confiance sans être aveugle. Que la force et la compassion ne sont pas opposées. Sa grossesse avançait, et Laura se retrouva étonnamment en paix avec elle. Ce bébé était une partie de Sam, oui, mais il était aussi une partie d'elle, et contrairement à son père, il serait élevé avec amour, honnêteté et intégrité. Que diras-tu à l'enfant? Demanda Robert un soir, alors qu'ils étaient assis sur son ponton. Laura lui rendait encore visite régulièrement, trouvant la paix dans la vie simple au bord de la rivière. La vérité, dit Laura. Quand il ou elle sera assez grand pour comprendre. Je lui dirai tout. Qui est son père, ce qu'il a fait. Mais je lui dirai aussi qu'il n'est pas les erreurs de son père. Qu'il a le choix de devenir qui il veut. Au fil des mois de convalescence et de reconstruction, Laura et Robert étaient devenus proches. Ce qui avait commencé comme un sauvetage avait évolué en une amitié sincère, puis lentement, prudemment, en quelque chose de plus. Robert ne ressemblait en rien à Sam. Là où Sam avait été lisse et charmant, Robert était brut et honnête. Là où Sam avait calculé chaque mot, Robert disait exactement ce qu'il pensait.
Là où Sam avait prétendu, Robert était, tout simplement. Je dois te dire quelque chose, avait dit Robert un soir, environ 6 mois après le procès. Et je veux que tu l'entendes clairement, sans confusion ni faux-semblant. Le cœur de Laura s'accéléra. D'accord. Je suis en train de tomber amoureux de toi, dit Robert simplement. Depuis un certain temps déjà. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je me fiche de ton argent. Je ne veux ni ton manoir, ni ton entreprise, ni rien de tout ça. Si demain tu décidais de tout donner et de vivre dans une cabane au bord de la rivière, je serais tout aussi heureux. Je t'aime, Laura. Pas ce que tu as. Toi. Des larmes coulèrent sur le visage de Laura. Comment puis-je savoir? Murmura-t-elle. Comment puis-je savoir que tu es réelle et pas juste une autre personne portant un masque? Tu ne peux pas, dit Robert honnêtement. C'est la partie effrayante quand on aime quelqu'un. Il faut faire un saut dans le vide. Mais je peux te dire ceci. J'étais brisée quand je t'ai trouvée. Amère de ce que mon ex-femme m'avait fait. Cynique envers les gens. Et toi, même à moitié noyée et trahie, tu avais encore de la bonté en toi. Tu voulais encore croire au bien. Tu m'as rappelé que tout le monde n'est pas un requin. Il prit sa main. Je ne te demande pas de m'épouser, ni même de t'engager à quoi que ce soit. Je te demande juste de me laisser être là, de laisser cela grandir, de voir où ça nous mène. Sans pression, sans attente. Juste une possibilité. Laura regarda cet homme qui lui avait sauvé la vie, qui n'avait rien demandé en retour, qui était devenu son ami et son confident. Elle pensa à l'avertissement de son grand-père de faire confiance avec prudence, mais aussi à son souhait qu'elle trouve le véritable amour. « J'ai peur », admit-elle. « Bien, » dit Robert. « Ça veut dire que tu es intelligente. Aie peur. Sois prudente. Mais ne laisse pas la peur te voler ta chance d'être heureuse. » Laura se pencha et l'embrassa. Doucement, tendrement, et plein d'un espoir terrifiant. La fille de Laura naquit un matin de printemps, 8 mois après le procès. Elle vint au monde en criant, parfaite, avec une tête pleine de boucles sombres et les yeux de sa mère. Laura tint son bébé dans ses bras et sentit son cœur s'ouvrir d'un amour si féroce que c'en était presque douloureux. « Bonjour, ma douce », murmura-t-elle. « Je suis ta maman. » Elle décida de la nommer Grace. La grâce qui avait sauvé la vie de Laura. La grâce qu'elle voulait offrir aux autres. La grâce qu'elle espérait que sa fille porterait dans le monde. Robert était là pour la naissance, tenant la main de Laura, pleurant avec elle lorsque Grace fit son apparition. Il coupa le cordon ombilical avec des mains tremblantes. Et quand il regarda Laura, ses yeux disaient tout ce que ses mots ne pouvaient exprimer. « Elle est magnifique », dit-il, tout comme sa maman. Le bébé de Sophia naquit 3 semaines plus tard à l'infirmerie de la prison. Un garçon, en bonne santé malgré tout. Sam ne fut pas autorisé à être présent. Il était dans un autre établissement, purgeant sa peine, ne sachant probablement même pas que son second enfant était né. Laura fut étonnamment émue en l'apprenant. Cet enfant, comme Grace, était innocent, une victime des choix de ses parents. « Je veux faire quelque chose », dit-elle à Bernard. « Pour le bébé. Le bébé de Sophia. » Bernard haussa un sourcil. « Quel genre de chose ? Un fonds en fiducie. Non accessible à Sophia ou à Sam, mais détenu pour l'enfant. Quand il aura 18 ans, il aura de l'argent pour l'université, pour démarrer dans la vie. Il n'a pas choisi ses parents. Il mérite une chance malgré tout. C'est très généreux, dit prudemment Bernard. Surtout considérant. Je sais ce que je considère, l'interrompit Laura. Mon enfant et cet enfant partagent un père. Ils sont demi-frères et demi-sœurs. Peut-être ne se rencontreront-ils jamais. Peut-être vaut-il mieux qu'ils ne le fassent pas. Mais je ne punirai pas un bébé pour les péchés de ses parents. On me l'a fait d'une certaine manière. Les gens qui me voyaient comme l'amie de la fille du jardinier, ou l'orpheline. Je ne perpétuerai pas ce cycle. Le fonds fut établi. Sophia ne toucherait jamais l'argent, mais son fils aurait un avenir. C'était plus de grâce que sa mère n'en avait montré à Laura, mais c'était précisément le but. 15 ans après le procès, Laura reçut un courriel inattendu. Il provenait d'un jeune homme nommé Daniel Martinez, le fils de Sophia, désormais âgé de 18 ans et légalement en mesure d'accéder au fonds en fiducie que Laura avait créé pour lui. « Chère Madame Jenkins, mon nom est Daniel Martinez. Vous ne me connaissez pas, mais vous m'avez aidé toute ma vie. Mon assistante sociale m'a parlé du fonds en fiducie que vous avez établi pour moi à ma naissance. Grâce à vous, je suis sur le point d'entrer à l'université de Morrouse, tous frais payés. Je sais qui sont mes parents depuis quelques années maintenant. Je sais ce qu'ils vous ont fait. Je sais que je suis le fils de la femme qui a tenté de vous détruire et le demi-frère de votre fille, Grace.
Je n'attends rien de vous. Vous m'avez déjà donné plus que vous n'auriez jamais dû. Mais je voulais vous dire merci. Et je voulais vous dire que je ne suis pas comme eux. Je serai meilleur qu'eux. Je vais faire quelque chose de bien de cette vie pour prouver que leurs erreurs ne me définissent pas. Si c'est possible, j'aimerais vous rencontrer un jour. Pas parce que je veux autre chose, juste pour vous remercier en personne. Et peut-être, si elle est d'accord, j'aimerais rencontrer ma demi-sœur. Mais si vous dites non, je comprendrai. Vous ne me devez rien. Merci de m'avoir vu comme plus que mes parents. Daniel. Laura lut le courriel 3 fois, puis appela Grace dans son bureau. Grace, maintenant âgée de 18 ans elle-même et sur le point de commencer sa propre aventure universitaire, s'assit avec une expression curieuse. Tu as un demi-frère, de Sam. Il vient de me contacter. Laura observa attentivement Grace digérer l'information. Comment est-il? Demanda finalement Grace. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais il semble réfléchi, reconnaissant. Il commence ses études à Morooz. Le fonds que j'ai créé pour lui paie pour ça. Tu as créé un fonds pour le fils de la femme qui a essayé de te tuer? Demanda Grace, incrédule. Pour un enfant innocent, corrigea Laura. Oui. Parce qu'il n'a pas plus choisi ses parents que tu n'as choisi les tiens. Grace resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, je veux le rencontrer. Le cœur de Laura se gonfla de fierté. C'était le genre de personne que Grace devenait. Ouverte, généreuse mais pas naïve. Tout ce que Laura avait espéré. D'accord, dit Laura. Invitons-le à dîner. Daniel Martinez arriva au manoir un samedi soir, nerveux et dépassé. Il était grand, avec les traits de Sophia mais des yeux différents, plus doux, plus ouverts. Au dîner, la conversation fut d'abord prudente, puis plus libre. Daniel parla de sa famille d'accueil, de ses rêves de devenir travailleur social. Il parla des visites de sa mère, compliquées et douloureuses. Elle est différente maintenant, dit-il. Elle a passé 3 ans à travailler dans un refuge pour femmes, essayant d'aider les gens qu'elle aurait autrefois victimisés. Grace, qui avait été silencieuse, prit enfin la parole. Alors, tu es mon frère? Demi-frère, corrigea Daniel. Si tu veux bien le reconnaître. Grace sourit. Le sourire de Laura, chaleureux et sincère. Le sang, c'est le sang. Tu as l'air cool. Tu veux voir des photos de nous quand on était bébé? Et juste comme ça, la glace fut brisée. Laura regarda sa fille et le demi-frère de sa fille feuilleter des albums photos, trouvant des similitudes, riant des photos de bébé, construisant un pont au-dessus du gouffre que leurs parents avaient créé. Robert passa son bras autour de Laura. « Tu as bien fait, » murmura-t-il. « Nous avons bien fait, » corrigea-t-elle. « Nous tous. Nous avons brisé le cycle. » Laura se tenait sous le magnolia, maintenant âgée de 72 ans, regardant ses petits-enfants jouer dans le jardin. Grace lui avait donné 2 beaux enfants. Marcus, devenu un architecte de renom, était là avec sa femme et ses jumelles. James, l'enfant sauvage devenu un avocat passionné de l'environnement, était là avec son mari et leur fils adoptif. Le manoir qui avait été un lieu de solitude et de trahison, était maintenant rempli du chaos et de la joie de 3 générations. Robert s'assit à côté d'elle sur le banc qu'ils avaient installé sous l'arbre des années auparavant. Leurs enfants se tenaient à proximité, Marcus montrant à ses filles comment identifier différentes fleurs, tandis que le fils de James grimpait aux branches basses du magnolia avec l'intrépidité de la jeunesse. « Marcus m'a envoyé une lettre la semaine dernière », dit Robert doucement. Laura se tourna vers lui. Elle savait que Robert restait en contact avec Marcus Washington, le père qui avait élevé un fils qui avait mal tourné, mais qui n'avait jamais cessé d'être un homme bon. « Comment va-t-il » demanda Laura. « Il se fait vieux. » Marcus dit que Sam reste assis sur le porche la plupart du temps, à ne rien regarder, vivant avec ses regrets. Sam était sorti de prison depuis 8 ans maintenant, menant cette petite vie tranquille dans les montagnes. Il avait perdu sa liberté, son avenir, sa chance à la fortune pour laquelle il avait tué. Il passerait le reste de ses jours pauvres et brisés, vivant avec la conscience de ce qu'il avait jeté. « Est-ce la justice ?» se demanda-t-elle à voix haute. « Je ne sais pas, » dit honnêtement Robert. « Mais c'est quelque chose. Il est vivant pour faire face à ce qu'il a fait chaque jour. Pour savoir ce qu'il a gâché. C'est peut-être plus dur que la prison ne l'a jamais été. À quoi penses-tu » demanda Robert, comme il avait fait tant de fois au fil des ans. À tout, dit Laura. Comment tout a commencé ici, dans ce jardin. Comment cette amitié est devenue une trahison qui a failli me détruire. Et comment cette destruction est devenue le fondement de quelque chose de meilleur. Elle regarda ses enfants,
ses petits-enfants, les enfants de Daniel jouant à leur côté. Regarde ce que nous avons construit, continua Laura, la voix chargée d'émotion. Une famille réelle, entière et pleine d'amour. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Pas le conte de fées que j'imaginais avec Sam, mais quelque chose de tellement mieux. Des regrets ? Demanda Robert. Laura y réfléchit vraiment. Non, dit-elle enfin. Plus maintenant. Ce qu'ils ont fait était maléfique, mais ce que j'ai construit à partir de cela était bon. Ils ont essayé de me briser, mais au lieu de cela, ils m'ont forgé en quelqu'un de plus fort. Je suis reconnaissante. Pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour celle que je suis devenue grâce à cela. Pour la vie que j'ai bâtie. Pour toi, pour nos enfants, pour tout ça. Robert l'embrassa sur la tempe. C'est la grâce, Laura. La vraie grâce. Transformer la douleur en un but. C'est ton super pouvoir. Maman, papa, venez. On a besoin de vous sur la photo. Appela Grace depuis l'autre bout du jardin. Laura et Robert se levèrent main dans la main et marchèrent vers leur famille. Alors qu'ils se rassemblaient tous sous le magnolia pour la photo, Laura sentit des larmes de joie couler sur son visage. Elle avait été l'orpheline, la victime, l'idiote qui faisait trop facilement confiance. Mais elle était devenue bien plus. Une survivante, une dirigeante, une mère, une grand-mère, une épouse, une force pour le bien dans un monde qui avait tenté de la briser. Quelque part dans les montagnes de Géorgie du Nord, Sam Washington était assis sur un porche, un vieil homme avant l'heure, vivant avec la connaissance de tout ce qu'il avait détruit, y compris lui-même. Il avait voulu une fortune et avait obtenu une vie de regret. Et à la fin, c'était la plus grande des vengeances. Non pas de détruire ceux qui l'avaient blessé, mais de construire quelque chose de magnifique sur les cendres de leur trahison. Elle avait gagné en vivant bien, en aimant profondément, en choisissant la grâce plutôt que l'amertume. Sous le magnolia où tout avait commencé, Laura Whitmore Jenkins sourit, entourée des enfants et petits-enfants qui étaient son plus grand triomphe. Elle avait gagné. Et cela faisait toute la différence.